Par exemple, on a vu qu'elle allait commencer à gratter l'étiquette, à regarder les reflets sur le mur. Donc quelque chose qui n'était pas une activité qu'on appelle fonctionnelle, donc tournée vers un but comme ça symbolique, mais qui est plus quelque chose d'une attirance sensorielle pour le matériel. Des reflets sur le mur, des petites taches, des choses comme ça. Et en fait, le problème, c'est que quand elle est aspirée par ça, mais du coup, c'est aussi difficile d'avoir son attention et puis de rentrer avec elle dans quelque chose qui soit plus un jeu fonctionnel et une interaction avec l'autre. Julia. Julia. Tu veux jouer avec Nounours? Ce dispositif informatique d'eye tracking, en français suivi du regard, permet de voir le monde à travers les yeux d'un enfant. Une petite caméra analyse en temps réel le regard de Julia pendant qu'elle visionne des images adaptées à son âge. Cela peut paraître invisible, mais ici aussi, Julia a un comportement particulier. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, elle focalise beaucoup sur, par exemple, les pieds, sur la roue ici, et elle ne fait pas vraiment des allers-retours entre les différents yeux des personnages pour vraiment être dans quelque chose dans lequel on suit l'interaction sociale, on arrive à anticiper ce qui va se passer après. Elle a vraiment une exploration qui est très orientée sur les objets. Vous voyez ici, elle a regardé l'assiette, elle a regardé le nounours, elle fait vraiment des allers-retours, mais elle regarde peu finalement directement dans les yeux. C'est parce qu'on regarde dans les yeux qu'on arrive aussi à identifier les émotions et qu'on arrive à comprendre cette scène-là. Et ce qu'on voit chez ces personnes qui sont sur le spectre, c'est que souvent, ils ont des difficultés à aller chercher l'information là où elle est socialement pertinente. C'est potentiellement pour ça que ces enfants, à cet âge-là, ils ratent un certain nombre d'opportunités d'apprentissage. J'aimerais bien qu'elle me regarde. La grande question des chercheurs, c'est maintenant de savoir ce qui cause cet intérêt souvent plus marqué pour les objets que pour les autres humains. On met le pied là. Comme l'autisme est un trouble neurodéveloppemental inné, donc en grande partie génétique, il est possible de faire naître des souris qui manifestent les mêmes comportements. Alors, on a vu qu'il y avait des altérations sociales. Les souris elles étaient moins intéressées à aller interagir avec d'autres souris. Et on a mis ça en relation avec des altérations au niveau d'une structure très précise au niveau du cerveau qui s'appelle le système de la récompense. Le système de la récompense. C'est la région du cerveau qui gère le plaisir. Et c'est la grande découverte de ce laboratoire. La souris autiste n'a pas vraiment de plaisir à interagir avec les autres souris. Dans cette expérience en cours, c'est flagrant. La souris, entre guillemets, normale, semble appuyer de façon motivée sur ce levier qui lui permet de voir l'autre souris. Contrairement à la souris autiste qui n'appuie presque jamais. Vraiment pas l'intérêt du tout pour interagir. C'est vraiment un manque de plaisir très spécifique pour les interactions sociales parce qu'en fait, par rapport à la nourriture, par exemple, ils ont quand même la même motivation que d'autres souris. Ce n'est pas qu'ils se nourrissent moins des autres souris. C'est vraiment quelque chose de spécifique pour le social, mais c'est évident qu'il y a ce manque d'intérêt, de motivation, de plaisir.